Bonjour à tous. On va commencer. Donc le sujet de cette session, c'est les prompts et les agents virtuels. Et donc on va parler de ça juste avant de commencer dans le vif du sujet. Rappel un peu de ce projet qu'on a lancé il y a 6 mois. C'est en gros une collaboration entre Partout, dont je suis le co-CEO, qui est une société tech française de 400 personnes et qui développe des solutions qui incluent l'IA. Et on va voir des exemples aujourd'hui avec des cas d'application pour comment prompter, etc., comment c'est intégré à nos produits. Et Tribes, qui est un média que j'ai cofondé avec Grégory Beck et Savinien, CPO de Partout, et qui a des newsletters, des podcasts, etc. Dans les précédentes formations, on a vu, donc la première, c'était un peu les bases de ce que c'est le machine learning, le deep learning, l'IA générative. Ensuite, on a vu les NLP et les LLM. On va reprendre des éléments pour repartir et approfondir ces sujets. Ensuite, on a parlé de l'entraînement des modèles, les GPU, le RLHF, etc. Et là, aujourd'hui, on va vraiment parler du système du user message, des shots, de la température, du RAG et des agents virtuels, qui est un domaine assez intéressant et moi qui me passionne pas mal. Donc, on va commencer sur des rappels de base, sur le prompt. Donc ça, c'est pas le but de la session, c'est vraiment la base. Qu'est-ce qu'un prompt? C'est une sortie de modèle. Enfin, pardon, c'est le texte qui explique ce que le modèle doit sortir. Et le prompt, ça peut être une question ou une instruction. Donc une question, c'est qui est le président de la France. Et une instruction, c'est dis-moi si cet avis est positif, c'est le sentiment analysis. Et il peut y avoir différents types de prompts. Si maintenant on reprend les termes, et c'est une slide que j'avais déjà montré, un prompt, donc ça va être une question, une instruction, une demande. Ça va prendre aussi un contexte qu'on appelle la context window, qui est potentiellement les questions précédentes. Donc si vous discutez avec un chatbot, le prompt, ça va être la question, et les questions précédentes, ça va être inclus dans la context window. Et ce qui va répondre, ce que le prompt va donner en sortie, c'est la complétion. Donc le prompt sera généralement en violet, la complétion en orange dans les présentations que je vais faire, et au milieu, il y a ce qu'on appelle un large language model, un LLM. Et donc, ça peut être un texte, mais ça peut aussi être une prédiction ou d'autres choses. La complétion, c'est juste la réponse qui est donnée par le LLM. Le terme de prompt engineering et prompt design qui est beaucoup utilisé, c'est juste concevoir de bons prompts et donc concevoir des bonnes requêtes, des bonnes instructions pour bien utiliser les LLM comme ChatGPT. Pour ce faire, il y a 3 bases, et là vraiment c'est le basique, et ensuite on va rentrer un peu plus dans les parties techniques. C'est comprendre la tâche, donc comprendre les exigences et les nuances, concevoir son prompt, et ensuite itérer, faire des tests pour améliorer ce prompt. Et ça, c'est ce qu'on appelle le prompt engineering. Finalement, c'est pas vraiment technique dans le sens technologique, c'est vraiment plus de pouvoir formuler des bonnes requêtes, et il y a des bonnes pratiques. Vous pouvez en trouver plein sur LinkedIn ou sur des sites. Ça va pas être uniquement le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va essayer de réfléchir à qu'est-ce que la structure d'un prompt. Et en fait, un prompt, c'est structuré en 4 grands blocs qui sont importants. Le premier, c'est le système message. Le deuxième, c'est les shots. Le troisième, c'est le user message. Et le quatrième, c'est les paramètres. Et donc, on va voir chacun de ces points pour essayer de vous expliquer, parce que généralement, on sait comment prompter, on le fait tous les jours quand on utilise ChatGPT, mais comprendre comment c'est structuré, c'est extrêmement important, parce que c'est aussi comme ça que vous allez structurer des calls API pour utiliser un LLM. Donc, la première chose, c'est le système message. Donc, le système message, le message qui est donné au système, c'est une instruction. C'est un cadre, c'est des règles, c'est des directives. En gros, c'est le cadre dans lequel le modèle doit répondre. Et donc, généralement, le système message, ça va être notamment ce qu'on appelle du role-playing, c'est-à-dire on va donner un rôle au LLM. Et là, je vais vous prendre un exemple qui est un système message qui serait « Vous êtes Victor Hugo, le célèbre dramaturge, répondez aux questions dans son style ». Donc ça, c'est le message qu'on envoie au système. Il y a des conseils pratiques pour faire un bon système message. C'est une backstory, c'est raconter en fait dans quel personnage le LLM doit se mettre, qui peut être des experts ou des personnages fictifs. Ensuite, il y a le contexte, donc les informations contextuelles. Et enfin, on va donner aussi ce qu'on attend en termes de réponse, les contraintes qu'on va donner à la réponse. Ces 3 blocs vont former un système message. Chez Partout, on a développé un outil qui permet de répondre aux avis des clients. Donc, imaginons que vous déposiez un avis sur Castorama, sur Google Maps, Partout va permettre de les centraliser. Et nous, on a développé une intelligence artificielle qui permet de répondre aux avis que vous postez sur les restaurants, sur Google Maps, par exemple. Et donc, là, vous voyez notre interface, et vous voyez le petit bouton avec du violet. Quand vous cliquez dessus, ça va générer une réponse. Maintenant, je vais vous expliquer comment on a structuré ce prompt-là. En fait, sur le système message de l'IA de Partout qui permet de répondre aux avis, en fait, on va donner un persona. Donc, you are the owner of a local business, par exemple un restaurant.
J'ai un contexte et un objectif. C'est sur lequel le business reçoit des avis publics de ses clients. Et il faut répondre à chacun, toujours dans le langage de la personne qu'ils ont contact. Donc là, on est vraiment, c'est le contexte, c'est les directives qu'on donne. Et quand vous faites un system message, c'est important d'être assez clair. Et là, c'est une version simplifiée de ce qu'on utilise chez Partout en termes de system message. Donc ça, c'est la base, c'est le premier bloc d'un prompt. Ensuite, il y a un deuxième bloc qui est les shots. Un shot, c'est un exemple. Généralement, un shot est composé d'un duo, prompt, complétion, comme on l'a vu tout à l'heure. Un prompt et une complétion vont donner par exemple pour Partout un avis et une réponse. C'est des exemples et on va donner au LLM plusieurs exemples de bonnes réponses à des bons avis. Et donc on va aller sur Google Maps, on va trouver des réponses qu'on a trouvées sympas, agréables, et on va lui fournir ces shots. Généralement, on parle de zero shot prompting, one shot prompting, few shot prompting, en fonction du nombre de shots qui sont intégrés dans la context window. La context window, c'est ce qui va permettre au prompt de bien fonctionner, en plus du prompt en lui-même. Le troisième élément, qui est très important, c'est le user message. Le user message, c'est la question ou l'instruction qui est donnée par l'utilisateur. Par exemple, tout à l'heure, on disait répondez à nos questions avec le style de Victor Hugo. Et bien, ça, c'est le system message. Le user message, ça va être décrivez la beauté de la nature. Donc là, je donne une instruction à mon LLM qui se base sur le system message, les exemples de texte de Victor Hugo qu'il connaît, et ça va lui permettre de décrire la beauté de la nature dans le style de Victor Hugo. Donc dans le cas de Partout, en fait, notre user message, c'est la vie client. Et le system message, c'est ce qui est autour. Maintenant qu'on a parlé du system message, des shots et du user message, qui sont les trois éléments qu'on a déjà évoqués, on va parler des paramètres. Les paramètres d'un prompt, ils sont au nombre de 4. Et là, on va rentrer un peu plus dans la partie technique, puisqu'on va reprendre des éléments qu'on a vus quand on parlait des LLM dans la deuxième session. Le premier point, c'est le max new token. Le deuxième, c'est le sample top k. Le troisième, c'est le sample top p. Et le quatrième, c'est la température. Je ne vais pas lancer un questionnement pour savoir qui a déjà entendu parler de température, mais on va voir d'un point de vue un peu mathématique comment ça fonctionne. Le premier point, il est assez facile, c'est le max new token. On a vu dans la session 3 qu'un token, c'était un mot ou un bout de mot qui était utilisé à la fois dans la partie prompt ou dans la partie complétion. Donc, généralement, un LLM a un maximum de tokens, c'est-à-dire un maximum de texte que vous pouvez lui adresser. Si vous lui adressez un livre, ben, il va y avoir trop de mots, trop de texte, et donc ça va bloquer. Donc, et pareil pour la réponse. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que le max new token, c'est le maximum de tokens qui peut être mis dans ce prompt. Okay, c'est le premier élément des 4 paramètres. Donc, c'est la longueur de l'entrée et de la sortie, et donc, si le prompt est trop long, ça bloque. Ça, c'est le premier point. Maintenant, pour les autres points, je vais juste rappeler un élément, qui est qu'un LLM, ça génère du texte un mot après l'autre. On parle d'un modèle autorégressif. Et comment ça fonctionne? En fait, c'est un autocomplete géant. Vous savez, quand vous utilisez un mail, vous allez commencer à taper bonne et ça va mettre journée. Ben ça, c'est un autocomplete, c'est-à-dire que les mots vont être devinés les uns après les autres. Et c'est une formule mathématique qui permet, par des lois probabilistes, de devenir quel est le mot suivant. Et c'est comme ça qu'il génère du texte un LLM. Maintenant, pour un prompt, ça va être un peu plus technique. Prenons une phrase qui est « la souris est mangée par le ». Chaque mot, et c'est ce qu'on a vu la dernière fois, est associé à une probabilité d'apparition en fonction de l'entraînement. Donc ici, le mot chat a plus de chances d'apparaître que le mot pantalon. Et à chaque mot, le LLM à chaque mot va tout bonnement attribuer des probabilités pour dire est-ce que ce mot-là a plus de chances d'apparaître que ce mot-là. Et il va lancer les dés et choisir. Donc ici, je lance les dés et j'ai 30% de chances que le mot chat apparaisse, 20% de chances que le mot chien apparaisse, 10% de chances que le requin apparaisse et 0,1% que le mot pantalon apparaisse. S'il apparaît et que c'est absurde, on appelle ça une hallucination, c'est ce qu'on a vu aussi dans les précédentes sessions. Maintenant, il y a deux modes. Il y a un mode qu'on appelle greedy, c'est-à-dire en gros qui est un peu avare, qui en fait se focalise sur toujours le mot qui a le plus de chances d'arriver. Donc là, on n'est vraiment plus dans un modèle stochastique, on est sur un modèle déterministe, c'est toujours la souris est mangée par le chat. Et on a un deuxième type de modèle qui est aléatoire, ce qui est un LLM généralement, et là on a ces probabilités, les probabilités sont fondées sur l'entraînement, sur les données d'entraînement, et un LLM a compris que les souris sont mangées principalement par les chats, mais ça peut être mangé par un chien aussi.
Maintenant, on revient à nos idées de paramètres. Un paramètre, on vous a dit, il y avait le premier qui était le max new token, le deuxième c'est le sample top k. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui en ont entendu parler, mais c'est assez facile à comprendre si on reprend notre histoire de chat, chien et requin. La souris est mangée par le chat, par le chien, par le requin. Le sample top k va bloquer le modèle qui n'aura le droit de choisir que dans les 3 premières probabilités. Et donc, ça va restreindre le choix du modèle. Donc, si k égale 3, dans ce cas-là, le modèle va choisir que parmi les 3 premières réponses. Si le top k égale 100, ben ça va en fait répondre dans les 100 premières, avec toujours cette loi probabiliste qui est redistribuée. Donc ça, s'il y en a, vous pouvez regarder, demander à ChatGPT pour expliquer si j'ai pas assez bien expliqué. Maintenant, le sample top pi. Le sample top pi, c'est un autre type de paramètre qui est aussi intéressant. C'est juste le même concept, sauf que ça va chercher, le modèle va chercher à chaque fois que dans les mots dont la somme des probabilités est égale à pi. Donc ici, si je fais un sample top pi égale 50%, le modèle va juste chercher dans les mots dont la somme des probabilités fait 50%. Donc si j'avais mis un sample top pi égale 60%, le mot requin aurait pu apparaître. Donc ça, c'est un troisième type de paramètre qui peut être mis. Maintenant, le paramètre le plus important à connaître, c'est la température. Qu'est-ce que la température? La température, c'est à quel point le modèle va être inventif ou bloqué. En gros, plus la température est froide, c'est-à-dire inférieure à 1, plus le mot qui est le plus évident va sortir. Donc là, on voit les probabilités, ça a augmenté. Vous voyez, le mot chat a 60% de chance d'apparaître quand la température est froide. Quand la température est chaude, au contraire, le mot chat a moins de chances d'apparaître et le mot pantalon en a plus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, plus la température est chaude, plus le modèle est inventif, c'est-à-dire il va donner des choses variées, mais il a plus de chances d'halluciner. Au contraire, quand la température est froide, le modèle va être moins inventif et mécaniquement va avoir moins de chances de se tromper. Et donc, c'est très important de comprendre la température parce que généralement, plus que sample top k ou le sample top pi, la température est l'élément qui va définir l'inventivité de votre modèle. Si vous faites des prédictions financières, on est d'accord qu'on va plutôt avoir envie d'avoir une température froide. Si vous faites des poèmes, on va plutôt vouloir une température chaude. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que donc cette température, elle est généralement distribuée, comprise entre 0,2 et 1. Et je vais vous prendre un exemple pour que vous puissiez vous projeter. L'IA de partout, donc celle qu'on développe quand on a fait notre prompt pour répondre aux avis. Comme vous voyez, Denis a laissé un avis, on a répondu automatiquement ou avec une IA, une réponse qui va reprendre le texte d'avant. Et nous, ce qu'on a choisi avec Partout, c'est d'avoir une IA assez permissive, parce qu'on veut que les réponses soient toujours un peu différentes, qu'elles prennent le contexte. La température, pour que vous ayez un ordre d'idée, de notre modèle chez Partout, quand on utilise la réponse aux avis, qui est une de nos utilisations de l'IA, la température est de 0,95. Maintenant, comment on a choisi cette température de 0,95? En fait, c'est du test, c'est de la validation empirique. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fixé la température, par exemple, à 0,7. Si on fixe la température à 0,7, on va voir si le modèle il donne des réponses qui nous paraissent complètement absurdes. Puis on va augmenter cette température jusqu'à ce qu'il y ait vraiment des belles réponses, des réponses inventives, intéressantes, etc. Et puis, quand ça va devenir trop absurde, quand il y a trop de cas où c'est pas publiable, ben on va rebaisser la température. Et donc, c'est du test and learn, on va tâtonner. Et ce qui est intéressant chez Partout, c'est qu'on a défini ça pour avoir une réponse satisfaisante dans plus de 95% des cas. Mais ce qui est intéressant, vous voyez là sur la plateforme Partout, vous pouvez choisir 3 réponses par IA. Vous voyez le petit 1 sur 3, quand vous cliquez, ça en régénère une. Quand vous cliquez, ça en régénère une. Et donc, nous, on veut que, dans 95% des cas, il y ait une de ces 3 réponses qui soit acceptable. Et vous voyez le petit flag, ça nous permet aussi d'apprendre au fur et à mesure, ça va flaguer les réponses qui sont complètement absurdes. Et ça va nous permettre d'entraîner le modèle, de ce qu'on appelle fine-tuner, pour ceux qui ont suivi la 3e session. Le fine-tuning, c'est l'amélioration continue d'un modèle LLM et d'un prompt. Là, je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez aussi vous projeter sur qu'est-ce qui nous est arrivé sur le prompt de Partout. Donc déjà, un premier truc, c'est que quand on l'a prompté au départ, pour répondre aux avis, il n'arrêtait pas de faire des offres promotionnelles où il faisait des fausses promesses. On va tout améliorer, vous inquiétez pas, si la personne est mal polie, on va dire on va je sais pas, le licencier. Enfin, l'IA va complètement halluciner
et vous va vous dire pas de problème, on vous fait 50% sur votre prochaine gaufre au miel. Donc là, on a eu un vrai problème, c'est qu'il faut le bloquer. C'est-à-dire le contraindre avec des textes qui vont lui dire « tu n'as pas le droit de faire d'offres promotionnelles, tu n'as pas le droit de faire de fausses promesses ». Point assez marrant, et là je voulais vous citer un exemple complètement absurde qu'on a, et notre prompt est assez long à la fin. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui disait RAS, eh bien, le modèle il buguait. Alors vous pouvez me dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui disent RAS dans leurs avis. Mais quand on traite des millions ou des dizaines de millions d'avis, comme c'est le cas chez Partout, en fait, il y a des centaines d'avis qui comprennent le mot RAS. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté une ligne dans notre prompt qui est dédiée à ce cas spécifique. Donc, on a dit RAS ou R.A.S, c'est une expression française qui signifie rien à ajouter, rien à dire, rien à signaler. Et là, quand on lui a dit ça, le modèle a commencé à lui-même utiliser RAS dans plein de cas. Et donc, on a dû ajouter à notre prompt You don't have the right to use this expression in the reply. Donc en fait, c'est comme on apprend à un enfant ce que quelque chose veut dire, lui il va le répéter, on lui dit bah t'as pas le droit de le répéter, et donc en fait t'as le droit de le comprendre mais pas de le répéter. Et donc ça c'est ce qu'on appelle l'amélioration continue, et dès que vous faites un prompt, en fait, c'est en échangeant, en testant des données que ça va permettre de l'améliorer. Alors là, le but, c'est pas d'expliquer toutes les bonnes pratiques du prompt, on va aller assez vite sur ces parties-là, mais si vous devez retenir quelques bonnes pratiques, c'est d'utiliser des mots forts. Par exemple, plutôt que de réécrire ce texte, clarifie ce texte. Utilisez aussi la forme positive. Par exemple, n'écris pas de manière familière, on va préférer dire écrit de manière soutenue. N'écris pas à la forme passive, on va préférer dire écrit à la forme active. Et ce qui est important aussi, on le verra dans le chain of thought, c'est de décomposer les tâches complexes en sous-tâches. Et on verra dans la fin de cette présentation, la présentation va durer un peu plus longtemps que les autres. À la fin de cette présentation, on abordera le sujet des agentic systems qui permettent d'utiliser plusieurs IA pour travailler ensemble. Et c'est la décomposition de tâches complexes en plusieurs tâches simples. Il y a aussi d'autres choses, poser des questions ouvertes, demander à ChatGPT de résumer, de compléter, etc. Et tester, améliorer continuellement tout ça. Une autre astuce, c'est le conversationnel. Exemple, vous voulez donner un agenda pour un workshop et tout simplement, donc vous mettez « peux-tu me donner un agenda pour un workshop ?» Là, vous avez deux manières de faire. Soit vous lui donnez les informations complètes, c'est-à-dire je dois faire ça, pour ça, etc. Et le workshop durera tant d'heures. Soit, et c'est mieux, c'est « peux-tu me donner un agenda pour un workshop et n'hésite pas à me poser les questions nécessaires pour faire le meilleur agenda possible. » Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas donner toutes les infos, mais on va proposer de compléter la recherche par du conversationnel. Et c'est ce qu'on peut faire. Là, avec ma femme, on organise un voyage en Sicile. Et donc, plutôt que de lui dire « fais-moi un voyage en Sicile » avec un programme, on va plutôt lui dire « fais-moi un voyage en Sicile et n'hésite pas à me poser des questions ». Et là, les questions, ça va être « combien êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Dans quel contexte ? etc. » Et ça va permettre de dialoguer pour affiner la réponse. Voilà, donc là, on a passé tout le sujet du prompting. On va parler des chatbots. Alors, ce terme qui est très connoté est pourtant très important quand on parle d'IA et de conversationnel. Déjà, on préfère tous envoyer des messages, enfin, est-ce qu'on préfère envoyer des messages? On envoie tous plus de messages qu'on appelle nos proches. Et donc, il y a de plus en plus de messages qui sont échangés, et donc il y a plein d'enjeux pour les entreprises, et même entre nous, voilà, d'utiliser des bots pour du conversationnel. Chez Partout, comme vous le savez peut-être si vous avez suivi les différentes formations qu'on a faites, nous, notre travail, c'est d'accompagner les retailers, les réseaux de points de vente, dans la gestion de leur messagerie en ligne. Donc, quand vous êtes sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, vous pouvez contacter Leroy Merlin, Carrefour, etc. parfois. Et nous, notre travail, c'est de centraliser toutes les messageries, les appels manqués, les messageries sur le site web, sur l'interface Partout, pour que les responsables de magasins puissent y répondre. Sauf qu'en fait, quand on a de l'IA, on peut faire deux choses. Et ça aussi, c'était une des slides que j'avais déjà mise dans la première session. On peut soit augmenter, soit automatiser. Augmenter, c'est on va aider la personne dans sa tâche. C'est le cas quand l'IA de Partout suggère des réponses par intelligence artificielle à un responsable de point de vente. Mais on peut automatiser aussi. C'est le cas quand en automatique, c'est-à-dire quelqu'un pose une question et l'IA va répondre et il va y avoir un dialogue et l'humain ne va pas intervenir. Pour répondre à des messageries sur WhatsApp, sur le site web, une entreprise va avoir plusieurs possibilités. Soit elle va chatter avec vous avec des humains, soit elle va avoir des humains qui sont aidés par l'IA, donc là ils sont augmentés. Soit on va faire des arbres de décision. Un arbre de décision, c'est option 1, je fais ça, option 2, je fais ça. Soit, et c'est mieux, on va utiliser l'IA en langage naturel. Le langage naturel, c'est la capacité d'une intelligence artificielle de comprendre les mots que vous utilisez sans qu'elle soit formée.
pour les comprendre au départ via des scénarios en fait. Là, elle va vraiment être capable de comprendre et de rattacher des grandes idées à des textes que vous avez évoqués. Bien sûr, nous, chez Partout, on a aussi des conversation starters qui sont des arbres de décision. Et ça, c'est un peu comme un SVI, un serveur vocal intelligent. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Vous vous appelez, on vous dit bonjour, est-ce que vous voulez parler au service informatique, à la compta, etc. Tapez 1, tapez 2, tapez 3. Mais ça, c'est l'ancien monde. Le nouveau monde, c'est la compréhension du langage naturel. Et donc, Partout a lancé un agent IA qui s'appelle Jim, qui permet de faire ça. Maintenant, si vous voulez comprendre comment fonctionne un agent IA, c'est extrêmement intéressant pour tout type de business. Hein. Je ne parle pas uniquement de la conversation entre un internaute et une entreprise. Ça peut aussi être entre un employé qui veut poser un jour de congé ou ce genre de choses, ou qui pose des questions en interne. Il y a des milliers d'usages dans la médecine, etc. Mais le concept est un peu le même. En fait, si on veut développer un chatbot, une IA conversationnelle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du contenu. Il faut une base de connaissances. Une base de connaissances, en anglais, on appelle ça une FAQ, Frequently Asked Question. Donc, la première chose qu'on a fait avec Partout, c'est de permettre à nos clients de rentrer toutes les informations qu'ils avaient sur leur point de vente, sur leur entreprise. Et ça peut être du texte énorme et remplir toutes ces FAQ. Et ensuite, on va te proposer dans notre interface de dire est-ce que je veux que mon bot soit décontracté, le message de bienvenue, etc. Donc là, on a pareil, on a mis un système message, on a les user messages qui sont les conversations, on a mis les paramètres, le prompt, etc. Maintenant, je vais vous parler du RAG. Le RAG, c'est pourquoi je voulais en parler, d'une part parce que c'est un élément clé pour comprendre l'IA aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est parce que on a eu pas mal de sujets chez Partout autour du RAG, parce que ça a permis de sauver, d'améliorer plein de choses qu'on avait déjà lancées et d'ouvrir des nouveaux cas d'usage. Alors, si on se rappelle la session 3, on sait qu'un modèle LLM est entraîné, pré-entraîné sur des données figées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que GPT-3, il est entraîné sur une base de données qu'on ne peut plus toucher. Donc, concrètement, on va lui filer, on l'avait vu, des centaines de milliers d'années de texte à lire, et il va tout lire d'un coup. Et ensuite, ce texte, il est figé, et comme ça, il connaît des phrases, des faits, etc. GPT-3 est entraîné sur des données du web 2021. C'est-à-dire que si on lui demande qui est la reine d'Angleterre, il répondra Elisabeth II. Ce qui n'est plus le cas. Un LLM n'est donc pas à jour car il est entraîné sur des données obsolètes. Pour maintenir à jour les données d'un LLM, il faudrait le réentraîner constamment. Or, on a vu dans la session 3 que réentraîner un modèle, ça coûte énormément d'argent et ça dépense énormément d'énergie. Donc, on a une problématique qui est comment faire en sorte que ChatGPT ou que n'importe quel bot ait des données à jour. Alors, le schéma classique, c'est un user, donc un utilisateur, va envoyer une question à un LLM, par exemple, qui est la reine d'Angleterre en ce moment. Le LLM va aller chercher dans ses données d'entraînement la réponse. Et donc là, c'est Internet de 2021, donc il n'y a pas la réponse. Et donc là, on a un problème. Il ne va pas savoir répondre. Pour le cas de Partout, l'utilisateur va envoyer une question Partout à notre prompt, et le prompt de Partout va poser la question au LLM, et le LLM va répondre. Donc, prenons un exemple simple. Le user va sur WhatsApp et demande au restaurant à quelle heure ouvre votre restaurant. Partout envoie le message au LLM qui est entraîné sur des données statiques de 2021. À quelle heure ouvre le point de vente? Le LLM n'a aucune idée de qui est ce point de vente. Potentiellement, les données ne sont pas à jour. La réponse est je ne sais pas. Et donc, on ne peut pas répondre au cas d'usage qu'on vient d'évoquer. Et c'est là qu'intervient le RAG un peu plus tard. Maintenant, il y a une autre solution qu'on a mis au départ chez Partout, qui est d'augmenter la context window. La context window, c'est d'augmenter la taille du prompt. Donc là, ici, on va intégrer les horaires dans le prompt. Donc, l'utilisateur écrit à quelle heure ouvre le point de vente, Partout écrit son prompt à quelle heure ouvre le point de vente, et comme nous, à l'intérieur de notre base de données, on a les horaires, on va le rajouter, et le LLM va pouvoir utiliser la question et la réponse, répondre à l'utilisateur. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le prompt, à chaque fois qu'il y a cet échange, on peut rajouter des tonnes d'informations. Les données point de vente, la base de connaissances, le ton du chatbot, le message passé. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui chez Partout. C'est-à-dire que quand vous posez une question à notre chatbot, en fait, on intègre au prompt toute la FAQ. Et donc, le user pose une question, on envoie toute la FAQ et la question, le LLM répond avec sa réponse sur la base de toutes les FAQ qu'il a reçues dans son prompt. Donc, si vous dites bonjour à notre chatbot, en gros, il va lire toute la FAQ et dire bonjour.
Donc ça consomme de l'énergie. Et là, on arrive à une limite. On l'a mentionné tout à l'heure, un des paramètres d'un modèle, c'est le max token, max new token. Donc si à chaque fois j'envoie des tonnes de FAQ dans mon prompt, bah en fait, au bout d'un moment, le modèle il va bloquer. Je peux mettre, je sais pas, 30 000, 40 000 tokens, mais il y a un moment où en fait, bah, il va me dire que je ne peux plus mettre de tokens dans ce prompt-là, et donc ça va bloquer. C'est pas très grave d'un point de vue financier, mais ça peut le devenir quand on commence à avoir beaucoup de tokens. Là, c'est juste pour rappeler les coûts de l'IA. L'IA, en fait, c'est une intelligence gratuite. Le prix d'un token, c'est microscopique. Donc là, vous avez le prix en input, le prix en output. Je vous ai mis un exemple de prix avec GPT 3.5, GPT 4, Palm 2, Titan, Lite, etc. Donc vous voyez que pour 40 000 mots lus ou écrits, pour vous donner une idée, hein, c'est 10 centimes sur GPT 3.5 et 20 centimes pour GPT 4. 40 000 mots. Mais si à chaque fois que je dis bonjour, comment ça va, ben, le modèle, ça coûte 10 centimes ou 20 centimes, vous imaginez qu'une conversation de 50 échanges peut coûter plusieurs euros. Et là, on arrive à une problématique qui est une problématique de coût. Donc il y a une problématique qui est technique, qui est qu'en fait c'est limité. On peut pas aller, donc le max new token va bloquer. Et on a une autre problématique qui est un problème de coût. Donc, si je résume, et de coût environnemental, bien sûr. Maintenant, si on résume, c'est qu'il est possible d'envoyer un prompt complet à chaque fois avec toutes les données que vous avez, mais en fait, ça va atteindre une limite. C'est impossible pour le cas de partout de mettre à chaque prompt tous les produits d'un supermarché, toutes les commandes en cours, tout le CRM, toutes les conditions générales d'utilisation, tous les créneaux disponibles. Tout ça, ce n'est pas possible de l'intégrer dans chaque prompt. Et on arrive donc à un problème et avec une solution. La solution, c'est le RAG. Le RAG, c'est un acronyme qui signifie Retrieval Augmented Generation. Le mot retrieval, ça veut dire qu'on va chercher une information. La generation, donc c'est l'IA générative, et on va augmenter cette generation avec du retrieval. Okay, donc on va permettre de la génération d'informations sur la base d'une information qu'on a récupérée, si je dois dire ça en français. L'utilisateur ici va poser une question au LLM, que je vous ai mis le logo de ChatGPT. LLM qui va avoir la possibilité de faire une recherche dans un content store. Et la data va être envoyée au LLM et le LLM va pouvoir générer sa réponse. En fait, ce qui est intéressant dans cette approche de RAG, c'est qu'on va distinguer les données d'entraînement du modèle et les données qui vont permettre de répondre à la question. Le LLM est un moteur, le content store est un centre de données. Donc ici, dans cette question, on va avoir, dans notre cas, chez Partout, on va avoir ce user, ce LLM, et ce qui est intéressant, c'est que le content store, ça peut être à la fois des documents fermés, par exemple un PDF, ça peut être une base de données, une API, etc., ou ouvert, c'est-à-dire que je peux lui dire va lire sur ce site internet. Et là, on va vraiment avoir cette logique. Et il y a quelqu'un qui pose dans les commentaires est-ce que Notebook LM n'a pas de limite de token? Je pense que Notebook LM va typiquement aller chercher sur un content store via du RAG et il va se mettre sur le site. En résumé, comment fonctionne le RAG? En fait, on met en place des content stores qui sont mis à jour en continu. Et au lieu d'entraîner le modèle avec ces données, on lui donne l'instruction de checker le content store avant de générer sa réponse. D'où le terme de Retrieval Augmented Generation. Et ça a plein d'avantages. Déjà, c'est un avantage de coût, c'est un avantage écologique, et ça a aussi un avantage de qualité de réponse, puisque ça permet d'éviter les hallucinations. Parce que plus votre prompt est long, plus vous augmentez vos chances d'halluciner. Si on reprend l'exemple de notre point de vente de tout à l'heure, la question à quelle heure ouvre le point de vente, on a un prompt qui est beaucoup plus court, puisqu'on va juste lui dire, voilà l'objectif. Donc c'est le système message, voilà les questions passées, ça c'est le contexte window, voici le user message, et on lui dit va chercher la donnée. En gros, on lui dit va chercher. Et il n'a pas besoin de mettre toute l'information à chaque prompt. Et donc là, le user pose une question à Partout, Partout envoie ce prompt au LLM, le LLM va chercher dans le content store. Et donc là, en l'occurrence, les données sont updatées, ça va être les horaires d'ouverture, les produits, les agendas, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des tools, on va en parler plus tard. Ou alors, c'est des content stores, et on va renvoyer la réponse qui est 9h30, 9h30. Maintenant, le RAG, ici on voit que le user va contacter Partout. Ça c'est le schéma un peu plus poussé, qui va rechercher l'info, qui va renvoyer à Partout. Partout va renvoyer le prompt, la question et le enhanced context, et le LLM va envoyer sa réponse qui est envoyée au user. Ça c'est le schéma qui est aujourd'hui utilisé pour faire du RAG dans Partout.
Aujourd'hui, c'est pas encore développé, on est en test. On va vous parler un peu comment ça fonctionne. C'est ce qu'on est en train de développer. On a appelé ça les Smart Integration. Concrètement, c'est de connecter une API. Donc, une API, c'est comme un chemin de données entre d'autres applicatifs du client et Jim, liés à partout, pour facilement accéder à des content stores. Ces content stores, ça peut être des bases de données comme des PIM. PIM, c'est toutes les bases de données produits. Product Information Management. C'est les allergènes, les tailles de t-shirts, etc. Il y a les agendas, bien sûr. Il y a l'OMS, c'est Order Management System, et pas l'Organisation mondiale de la santé. Un OMS, c'est en gros là où vous avez toutes vos commandes, c'est un centre de commandes. Et le CRM, c'est la base de données client. Donc, Jim va être directement connecté par API à toutes ces bases de données. Et si vous lui dites j'ai un problème avec ma commande, il pourra vous répondre si vous lui donnez votre numéro de commande. Maintenant, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler des GPTs. Le GPTs, c'est ChatGPT qui utilise le RAG pour vous permettre d'aller chercher dans des content stores. Donc les GPTs, ça s'est sorti juste après l'invention du RAG, et ça permet d'utiliser le RAG pour extraire de la knowledge, comme c'est marqué, ou combiner avec d'autres utilisations. Je vous prends un exemple qu'on utilise chez Partout. On a créé un bot Slack qui s'appelle le Competition Battle Card. Genius. Donc en gros, c'est un bot Slack. Quand on lui demande, on lui envoie un message en lui disant voilà, j'ai un appel d'offres pour je sais pas, Carrefour ou BNP, et j'ai besoin de toutes les informations, et je rencontre tel concurrent, et j'ai besoin que tu m'aides à proposer des choses bien à BNP ou Carrefour sur la base de ce que tu sais et sur la base de ce concurrent. Et hop, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'IA va chercher dans notre Salesforce, c'est-à-dire notre CRM, et potentiellement sur des Google, des documents Word, et va permettre de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles on a gagné des comptes, quelles sont nos forces, quels sont les comptes qu'on a récupérés à ce concurrent, etc. Et tout ça va nous permettre de répondre et de coacher les commerciaux sur la base du RAG et sur la base d'un GPTs. Et donc partout, on utilise de nombreux GPTs pour faire plein de choses, pour faire des feedbacks, pour faire des scorecards pour le recrutement ou des choses comme ça. Les exemples d'application du RAG, c'est la recherche dans les PDF. En gros, si vous avez un PDF qui fait 10 000 pages, vous pouvez le charger sur un outil et le requêter. Donc, en fait, ça, c'est vraiment du RAG. C'est-à-dire qu'avant, on ne pouvait pas charger un PDF de 10 000 pages dans un prompt ChatGPT. Pourquoi? Parce qu'il y avait un max new token. Parce qu'il y avait un blocage. On ne pouvait pas mettre plus de mots. Or, avec le RAG, c'est illimité. Ça veut dire que vous pouvez charger un PDF et le requêter, leur poser des questions. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Start to Scale, j'en profite pour faire la pub, qui parle un peu de ce qu'on a fait chez Partout en termes de scale, de vente, etc. Mais en fait, je peux le charger sur un outil et poser n'importe quelle question sur le livre. Et en fait, via ce système de RAG, on va pouvoir répondre à toutes les questions qu'on se pose sur des questions de scale. Et ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, ça, c'est en train de transformer la manière dont Google propose des résultats. Il n'y a plus besoin de mettre des liens. En fait, via le RAG, Google va être capable de chercher sur Internet et de vous proposer des résultats combinés. Et on passe de ce qu'on appelle les search engines, donc les moteurs de recherche, comme Google, Bing ou Yahoo, au Generative Engine, qui là utilise la technologie du RAG pour résumer les sources d'Internet et vous répondre de manière plus simple. Plutôt que si vous dites, je sais pas, peux-tu me parler de la vie de Charlemagne, plutôt que de vous mettre plein de liens bleus, ce qu'on appelle les SERP, c'est-à-dire en gros la manière dont est structuré Internet aujourd'hui, c'est des liens bleus. En fait, on va juste vous résumer via du RAG ce qui se passe sur Internet. Alors, c'est pas exactement du RAG, il y a plein de choses qui permettent d'améliorer la qualité de la donnée pour éviter les hallucinations, mais c'est le même concept. On arrive à la partie des virtual agents. Alors là, c'est moi la partie qui m'a le plus passionné quand j'ai essayé de me plonger sur ce sujet-là. On va parler du potentiel que représentent les agents virtuels. Donc, avant de parler des agents virtuels, je voudrais juste rappeler ce que c'est un chatbot IA. Donc, un chatbot, c'est un programme informatique qui est conçu pour simuler une conversation humaine. Il va répondre à des questions ou des instructions, et ça se fait via une interface de messagerie. Si vous voulez tester le chatbot de Partout, qui est fait par IA, vous avez juste à aller sur notre site partout.fr, et vous verrez un petit chat en bas à droite. Et là, vous pourrez discuter avec le chat, avec le bot, par SMS, par WhatsApp, par Facebook Messenger, et vous pouvez parler avec ce bot. Le faites pas trop, puisqu'on n'est pas encore sur un système de RAG, on est sur un système d'intégration, donc ça nous coûte un peu, mais pas grand-chose, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc vous pouvez le tester et essayer de voir comment le chatbot de Partout répond.
Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la différence entre un chatbot et un agent. Ça, je pense que c'est une distinction qui est assez importante si on veut comprendre la transformation qui est en train d'arriver. Un chatbot, ça répond à des questions sur la base de connaissances. Ça, on l'a vu depuis le début. La différence entre un chatbot et un agent, c'est qu'un agent, il ne fait pas seulement répondre à des questions, il peut aussi effectuer des tâches pour l'utilisateur. Donc, il peut prendre une réservation dans un restaurant, il peut aussi poser un jour de congé. Donc, imaginons, je suis sur Slack, je veux poser mon jour, je dis, pose-moi le jour. Et en fait, l'agent va aller faire une action dans le module qui permet à l'entreprise de poser ses jours. Et donc, on arrive sur une transformation fondamentale entre le chatbot et l'agent, puisque l'agent devient actif et peut effectuer des tâches. Maintenant, on va reprendre un peu de recul et on va distinguer les fonctionnalités clés d'un chatbot et les fonctionnalités clés d'un agent. J'ai distingué 3 types de chatbots, les chatbots conversationnels qui ne sont pas, qui sont en gros des chatbots sans aucune formation, les chatbots enrichis des données via un prompt dont on parlait, les chatbots intégrés qui utilisent du RAG. Ça, c'est les 3 points qu'on va voir. Et sur les agents, on va voir la suite. Donc, focalisons-nous d'abord sur les chatbots. Donc là, il y a 3 typologies de chatbots. Je vous ai pris un exemple. Bonjour, comment puis-je vous aider? Juste, il dit bonjour, ça c'est un chatbot conversationnel. Ensuite, je souhaiterais savoir quelle heure vous fermez ce soir. C'est un chatbot enrichi, donc la donnée vient dans le prompt. Et le chatbot intégré, là, utilise du RAG et est intégré à d'autres bases de données. Donc le chatbot enrichi de partout, on en a déjà parlé, c'est juste une interface sur laquelle vous pouvez rentrer vos FAQ, qu'est-ce que fait votre entreprise, est-ce que vous vendez ça, etc. Aujourd'hui, ce chatbot, il est live et il permet à plein d'entreprises de répondre à des milliers de messages par jour. C'est-à-dire que là, vous avez un exemple qui est un prompt, enfin l'interface partout, pardon, qui répond sur Cache Converter en Belgique à des centaines de messages. Et en fait, on lui a donné énormément d'informations pour savoir qu'est-ce que Cache Converter pouvait reprendre, mais aussi quelles sont les conditions, est-ce qu'ils peuvent reprendre des mangas, est-ce que il faut venir avec des piles quand on vend une Game Boy, plein de questions que se posent les internautes. Mais on en a d'autres. On a aussi des vendeurs de montres suisses, et donc le chatbot est capable de vendre des montres à plus de 40 000 € par messagerie sur WhatsApp. Donc c'est assez dingue, sans intervention humaine. Maintenant, on n'est pas encore au chatbot intégré. Je vais juste prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre l'intérêt d'un chatbot intégré. Donc imaginons, vous êtes vous allez pour le nouvel an, vous voulez acheter du ginger beer pour faire un Moscow Mule, sauf qu'il y a une rupture de stock. Et ça m'est arrivé l'année dernière. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dans un premier magasin, il n'y en a pas, et donc vous allez appeler d'autres magasins pour éviter de vous déplacer. Donc le magasin souvent va répondre. Leclerc, c'est 20 millions d'appels par an, donc c'est énorme. Et ils vont vous dire, bah oui, j'en ai, non, j'en ai pas. Et ensuite, cette réponse, elle va vous être fournie. Maintenant, imaginons la même chose avec un chatbot qui est connecté par du RAG à toutes les informations produites. En fait, là, on a la capacité de tout automatiser. Je vais pouvoir avoir l'information d'un côté et les conversations de l'autre, et au milieu, un LLM qui peut se nourrir des informations pour répondre aux conversations des utilisateurs. Ces informations, elles sont connectées par API, ça peut être les commandes, les stocks, les points de vente, la data client. Donc, on l'a vu tout à l'heure, le chatbot intégré de partout, il fonctionne comme ça, et Jim utilise la donnée des content stores qu'on stocke. Il y a un point qui est important à terme que vous pouvez retenir, qui est le handover. Le handover, c'est en gros, on passe la main, c'est quand un chatbot ne peut plus vous répondre par IA, et il va faire le terme qu'on utilise, le handover, c'est-à-dire qu'il va passer la main à un humain. Et on va définir dans quel cas il va le faire. Par exemple, quand il ne peut pas répondre à la question que vous lui posez, par exemple, si vous demandez, je sais pas, qu'est-ce que penses-tu de Trump, ou que penses-tu je sais pas, de n'importe quoi, qui n'est hors de son champ des possibles, il va pas se positionner, il va juste dire je ne peux pas répondre à cette question et je te passe à un vrai humain. Maintenant, on a parlé des chatbots, on va parler des agents. Donc, un agent est capable de répondre à un humain. Donc, tout simplement, si je contacte sur WhatsApp, pouvez-vous me livrer ce burger que j'ai commandé? Bah, la chatbot va répondre nous venons de valider la livraison. Mais là, en fait, c'est pas un chatbot qui a validé la livraison, c'est un agent. La spécificité d'un agent, c'est qu'il peut parler à des systèmes. C'est-à-dire que l'IA va répondre en texte naturel avec vous, mais elle va aussi communiquer avec l'outil de commande de ce vendeur de burgers. Et donc, il va répondre nous venons de valider la livraison, mais en même temps, il va envoyer un message qui est en fait une commande, un order, avec item burger, user ID 9876 et l'adresse. Et ça va déclencher la livraison. Et donc, on voit ici que ce qui est intéressant avec un agent, c'est qu'il peut prendre des actions dans vos systèmes. Je vais prendre un autre exemple.
Si vous contactez un coiffeur et que vous discutez avec lui, à un moment, vous lui dites « Ah, je voudrais réserver une coupe pour mardi prochain ». Alors là, le bot va vous dire donnez-moi votre prénom, votre nom et votre email et confirmez-moi que vous pouvez venir. Et quand il va valider la réservation, ce qui est intéressant, c'est qu'il va envoyer un order à l'outil de réservation pour bloquer dans l'agenda du coiffeur un slot. Et il va envoyer aussi avec Gmail un mail de confirmation à votre mail que vous avez donné. Et donc en ce faisant, il va être vraiment acteur puisqu'il va prendre un rendez-vous et envoyer un mail de confirmation. Chez Partout, on a lancé déjà un agent. Donc on vous parlait de chatbot, on est en MVP, c'est-à-dire Minimum Viable Product. Donc c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui disponible pour nos clients, mais on va le rendre disponible dans pas longtemps parce qu'on a réussi à connecter nos messageries que vous pouvez utiliser sur notre site avec Salesforce. Salesforce, c'est un CRM, c'est-à-dire un endroit où tous les leads de partout sont structurés. Et pour avoir un lead, il faut généralement le nom de l'entreprise, l'adresse, puisqu'on vend à des points de vente, le nom de la personne, le numéro de téléphone, éventuellement un email. Quand vous discutez avec le bot, si vous ne dites pas que vous voulez tester d'autres choses, il va vous demander ces informations. Peu importe la manière dont vous les donnez, si vous faites du texte libre ou si vous dites mon prénom, 2 points, mon nom, 2 points, en fait, il va comprendre tout ça et il va l'extraire. Et là, il va envoyer un ordre à Salesforce qui va lui dire remplis-moi ce CRM et crée-moi un lead. Donc le lead va être automatiquement créé sur la base de la discussion qu'il a eue avec l'internaute et ça va être assigné automatiquement à un commercial qui va rappeler ce lead. Donc on voit que ici, on est vraiment dans une connexion automatisée entre l'intelligence artificielle et une plateforme. Et on va appeler ça un tool, donc c'est-à-dire ou du function calling, comme on va voir dans les prochaines slides. Le plus passionnant, c'est les sujets de mémoire. Alors, une IA, elle a 2 types de mémoire. La première type de mémoire, et déjà, les humains aussi ont 2 types de mémoire. La mémoire court terme, c'est en fait se rappeler des phrases précédentes, des conversations de la demi-heure, et c'est vraiment ce qu'on vient de se dire. Et donc, les gens qui radotent ont un problème de mémoire court terme. De l'autre côté, il y a les mémoires long terme, qui est un autre système, une autre manière de réfléchir, et qui permet de se rappeler de toutes les conversations passées, de potentiellement il y a 30 ans, 40 ans, et ça va être stocké d'une autre manière. Et ça permet souvent d'apprendre et de tirer des enseignements. La mémoire court terme et la mémoire long terme sont hyper importantes pour vivre en société, mais aussi pour répondre aux gens. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que l'IA va, comme vous le voyez dans des conversations à une mémoire court terme, mais peut développer une mémoire long terme. En fait, c'est ce qu'on appelle un agent apprenant. Un agent apprenant, c'est un agent qui a une mémoire long terme et qui peut se fonder sur des milliers de messages déjà échangés avec des internautes. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va optimiser ses échanges, ses réponses, sur la base de tout ce qu'il a appris, des milliers d'échanges qu'il a eus, avec des objectifs fixés. Prenons un exemple. Voilà, imaginons Carglass met en place un bot. L'objectif de ce bot est fixé. C'est prendre des rendez-vous pour réparer des pare-brises. Donc Carglass demande maximise le taux de rendez-vous pour réparer le pare-brise. Le chatbot va répondre aux questions des utilisateurs. Moi, je suis un utilisateur, j'ai cassé mon pare-brise, je vais contacter Carglass par WhatsApp, je vais dire voilà, j'ai un problème avec mon pare-brise, il est fissuré. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le bot va avoir plusieurs arguments pour me convaincre de prendre rendez-vous. Le premier argument, ça peut être le danger. Donc attention, votre vitre est cassée, vous pouvez vous blesser. Le deuxième, ça va être l'argent. Donc attention, votre vitre est cassée et plus petite qu'une pièce de 2 €, mais si jamais ça se casse, attention, ça va vous coûter cher. Ces 2 arguments sont différents et en fait, ils vont correspondre à des personnes différentes. Et donc, si l'agent est apprenant, c'est-à-dire qu'il va être capable de répondre différemment en fonction de précédents échanges avec vous, par exemple, si vous avez dit bonjour ou hello, peut-être que vous ne serez pas sensible. Les gens qui disent bonjour sont peut-être sensibles à la partie santé et les autres et ceux qui disent hello à la partie argent. Et peut-être que si vous appelez Christine, ça sera différent de si vous appelez Timothée. Et en fait, tout ça, ça va rentrer et l'IA va être capable d'améliorer ses prédictions et de vous donner les bons arguments de vente, d'achat, de tout ça pour optimiser. Ça, on peut le voir, c'est bête, hein, c'est sur de la vente, mais ça marche aussi pour un médecin, ça marche aussi pour plein d'autres choses. Et donc, la capacité d'un agent à apprendre sur le long terme est une force que vont construire toutes les entreprises. C'est-à-dire que demain, la force de Carglass, ce sera d'avoir compris comment les gens sont sensibles à la réparation de pare-brise. Mais la force d'un avocat, ça va être de comprendre toutes ces choses-là. Et donc là, on rejoint 2 concepts.
que sont le machine learning et l'intelligence artificielle générative, puisque ça va discuter et en même temps, ça va apprendre et prédire. Ce qui est assez dingue, c'est que la suite, c'est pas un agent conversationnel que Partout veut construire. Partout veut construire un agent vocal, c'est-à-dire une capacité pour un agent IA de parler, c'est-à-dire d'être capable d'écouter et de discuter sur c'est ce que vous avez peut-être déjà vu, et cet agent, il va être apprenant, c'est-à-dire qu'il a accès à toutes les informations produites de l'entreprise, il connaît tous les allergènes, il connaît tous les avis des clients, est-ce que ces chaussures sont mieux pour les pieds plats ou pour faire un marathon, il a écouté tous les calls, lu tous les échanges de mails, et il optimise en temps réel les échanges pour maximiser le taux de conversion et les ventes. Donc ça, c'est vraiment ce qui est possible avec les technologies qui existent déjà aujourd'hui. Et le point que je voulais parler aussi, c'est l'intelligence vocale, c'est-à-dire en gros la capacité d'échanger à la voix avec ces mêmes fonctionnements. Et nous, on a déjà lancé avec Partout un numéro qu'on est en train de tester, où on appelle, et en fait Jim, qu'on a développé sur le mode de la conversation, en fait, fonctionne aussi par téléphone. Et donc, fini les SVI où vous passez des heures à appuyer sur 1, 2 ou 3, en fait, vous allez discuter, savoir où en est votre commande, etc. Et la vision qu'on porte chez Partout, c'est de recentrer le point de vente au cœur de la relation physique, rencontrer les gens. Partout, nous, on n'est pas, du point de vue e-commerce, on est vraiment une société qui accompagne les points de vente. Donc, notre but, c'est pas de remplacer les humains, c'est de permettre aux gens de se renseigner avant d'aller dans un point de vente sur les produits disponibles et venir les voir. Parce que nous, nos clients, c'est que des retailers ou des réseaux de points de vente. Donc aujourd'hui, on a une vraie ambition, c'est de remettre le commerce de proximité au centre de ces sujets-là et non pas de casser toute relation humaine. Au contraire. La dernière partie, qui me paraît encore plus un peu futuriste, c'est les agents autonomes et les multi-agents. J'ai fait une formation que j'ai adorée sur Crew AI. C'est un gars qui s'appelle Andrew, que vous avez peut-être déjà vu, Andrew NG, qui est sur LinkedIn, que vous pouvez suivre, qui est top. Et il a fait une formation sur les multi-agent systems. Et cette formation est assez passionnante. Je vais essayer de vous en résumer un peu ce que j'en ai compris pour en discuter et pour vous partager tout ça. Donc, on a vu que les chatbots, c'était l'étape 1. L'étape 2, on a vu que c'était les agents virtuels. Les agents virtuels, à la différence des chatbots, sont capables d'effectuer des tâches. Maintenant, il y a une troisième étape, c'est les agents autonomes. Plutôt que de leur donner des tâches, du type « fais-moi un résumé de ce texte » ou plutôt « prends-moi une réservation », on va leur donner une mission. Et cette mission, elle peut être complexe, et l'agent autonome est capable de la décomposer en différentes tâches. J'ai vous pris un exemple qui pouvait arriver chez Partout. En gros, il y a quelqu'un qui va sur Facebook qui va dire quelles sont les activités à faire pour les enfants à côté de votre hôtel à partir de 18h. Là, on est clairement sur une information qui ne sera pas dans la base de connaissances, puisque il y a peu de cas où l'hôtel va être capable de structurer des données comme ça pour les enfants, etc. Et là, ce qui est intéressant avec un agent autonome, c'est qu'il va comprendre que, en gros, la personne veut des activités à proximité de l'hôtel à partir de 18h pour des enfants, et il va commencer par faire une recherche sur Internet, de manière autonome. Il va aller sur Internet, il va taper « activité sympa pour les enfants en ville ». Puis, il va se géolocaliser avec une application de géolocalisation. Puis, il va scraper cette donnée avec un outil de scrapping et la résumer. Et enfin, il va la classer. Et il va voir dans les avis lesquels disent que c'est bien pour les enfants. Puis, il va répondre. Là, on est sur une tâche complexe, puisque ça suppose l'utilisation d'outils, ça suppose l'utilisation d'API. Et donc, la question, c'est est-ce que des IA, après être capables de prendre des actions, elles vont être capables de résoudre des tâches complexes. Et ça, c'est la vision de Sam Altman. La vision de Sam Altman est d'ailleurs de pas mal de gens qui disent qu'en fait, demain, ce qu'on sera capable de faire, c'est d'avoir plein de petits modèles. Si vous avez écouté peut-être, il y a un podcast que j'ai bien aimé, c'est celui du CEO de Hugging Face, sur le dernier qu'il a publié sur Génération Do It Yourself, qui dit qu'en gros, il explique que les petits modèles combinés vont avoir une capacité à résoudre pas mal de tâches et qu'en fait, il n'y aura pas potentiellement de super modèles, mais il y aura plein de petits modèles qui travaillent ensemble. Et c'est ça qui est derrière le multi-agent system. Avant le multi-agent system, il y a ce qu'on appelle le chain of thought. Donc, c'est un terme qui est apparu la première fois, donc c'est C petit O grand T. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. C'est un terme qui est apparu pour la première fois dans un article de Google en 2022. C'est assez dingue que Google ait fait à la fois les modèles transformers,
le chain of thought. En gros, Google, c'est à peu près ceux qui ont fait avancer le plus l'IA d'un point de vue théorique. Après, il y a, sur le plan de l'open source, il y en a plein d'autres, mais Google a quand même fait beaucoup d'avancées majeures. Et donc ici, l'idée du chain of thought, c'est de forcer le LLM à réfléchir étape par étape. C'est-à-dire de forcer le LLM à décomposer les actions qu'il va utiliser pour mieux répondre à la requête. Et ce qui est assez dingue, c'est dans un prompt, quand on lui dit réfléchis étape par étape, on augmente les résultats d'un LLM, juste en rajoutant cette phrase. Si je lui dis trouve-moi des activités à faire avec des enfants à Strasbourg, réfléchis étape par étape, ça améliorera la qualité du prompt. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre au modèle de réfléchir à comment structurer sa pensée de la même manière que le ferait un humain. Et donc, dans la majorité des LLM actuels, le chain of thought est intégré, c'est ce qu'on appelle l'auto-chain of thought. Et il y a un autre point, un terme que vous pouvez retrouver, qui s'appelle le tree of thought, qui permet en fait au LLM, avant de vous répondre, d'envisager différentes séquences, différentes étapes, et de choisir la meilleure et de la réaliser. Donc ça, c'est des réflexions qui sont en cours. Maintenant, moi, je me dis que ce qui fait la différence entre un humain et une IA, notamment, c'est le dialogue intérieur. En philosophie, le dialogue intérieur, c'est un peu l'idée de se parler à soi-même. Là, quand je suis en train de vous expliquer ça, je me dis, est-ce que tu es assez clair? Je vais me parler à moi-même constamment. Et je pense que c'est le cas de la majorité des humains. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce dialogue intérieur, c'est un peu comme si on était schizophrène, mais ça permet ce miroir de l'âme. Là, c'est un peu plus philosophique. Et la question, c'est est-ce que l'IA peut avoir cette réflexivité? En fait, le terme de réflexion, d'ailleurs, c'est le fait de se regarder dans un miroir. Je réfléchis sur le miroir. Donc là, c'est presque de la philosophie. Mais est-ce que cette réflexion, elle peut provenir de discussions entre intelligences artificielles? Moi, il y avait un truc qui m'avait bluffé. C'est quand ChatGPT 4.0 en fait a été lancé, ils ont pris 2 téléphones portables et ils les ont mis à côté et ils ont les laissé parler. C'est-à-dire qu'il y avait un chatbot qui répondait à un autre et ils se discutaient entre eux. Et vous pouvez retrouver la vidéo il faudra qu'on la mette en commentaire. Mais l'idée principale, c'est que en mêlant des intelligences artificielles, il y a une sorte de step qui est passé. Hein. On franchit une étape en termes de capacité. Et ça ouvre la voie à une collaboration entre les agents IA. Donc, la collaboration entre les agents IA, il y a 2 termes que vous pouvez retenir. C'est les multi-agent systems et ce qu'on appelle aussi l'agentic automation. Alors là, je vous ai fait une petite image par Dali pour illustrer ça. Et clairement, c'est un concept qui est assez intéressant. Alors, la question de savoir si c'est dystopique ou utopique, je pense qu'elle est assez réglée, c'est assez dystopique sur certains aspects, mais ça peut quand même résoudre pas mal de sujets. Et là, l'idée, c'est plutôt d'essayer de comprendre que du sujet. Donc après, on pourrait débattre si tout ça ne nous mène pas dans la mauvaise direction, mais en tout cas, essayer de l'expliquer parce que je pense que ça va forcément arriver parce qu'il y aura des gens qui vont le mettre en place et c'est important de le comprendre pour pouvoir en voir les impacts. Donc comment ça fonctionne un multi-agent system? Un multi-agent system, c'est la capacité d'un groupe d'IA de se répartir des tâches et de travailler chacun sur une seule tâche. Si vous voulez faire une thèse, donc je veux écrire une thèse sur l'intelligence artificielle, vous pouvez demander à une IA écrire une thèse sur l'intelligence artificielle. Mais vous pouvez aussi travailler avec 3 IA. La première IA va être un chercheur qui va juste chercher les informations en ligne. L'IA numéro 2 va être un rédacteur qui va résumer les infos, qui va rédiger sa thèse. Et le troisième IA, c'est un IA qui va vérifier l'orthographe et qui va vérifier les faits. Si vous répartissez ces rôles, ça sera beaucoup plus efficace parce qu'il y en aura une IA qui est spécialiste pour vérifier l'orthographe et qui est spécialiste pour checker si les choses sont vraies. Et ça va limiter les hallucinations dues à la première IA. Et donc en fait, la capacité à créer des groupements d'IA va permettre de débloquer la puissance de l'intelligence artificielle. Un autre exemple, si je veux créer un site, je peux prendre un premier IA qui est un web designer. Donc lui, en entrée de modèle, on va lui dire je veux créer un site de boulangerie. Le web designer va créer un site un peu sympa, on pourrait même imaginer avant ça un marketing manager qui va choisir la brand, un autre, etc. Et donc en fait, le web designer va designer un site et il va l'envoyer à un développeur. Le développeur va prendre le site et le développer. Puis il va prendre le site et l'envoyer à un QA, un testeur. Et en fait, avec 3 IA, on aura produit un site du design jusqu'au test. Et il sera en prod. Ce qu'on appelle ce groupement d'agents, qui peut être de 3, mais qui peut être aussi de 150 ou de 10 000, c'est ce qu'on appelle un crew. Un crew d'agents. Alors, c'est le terme qui est de la boîte Crew AI dont j'ai suivi la formation, mais je pense que ça peut avoir d'autres termes. Et les passages que vous voyez,
qui décompose la tâche en sous-tâches. C'est ce qu'on appelle un agentic workflow, d'où le terme agentic automation. Maintenant, prenons un autre exemple. C'est vous avez un lead sur votre site web et vous cherchez à le scorer, c'est-à-dire en gros à mettre un score sur ce lead pour que vos commerciaux puissent le rappeler. Ben, un LLM, ça peut scorer des leads, mais c'est peu efficace. Maintenant, imaginons une équipe qui score le lead. Vous avez un agent 1 qui va prendre votre lead, qui va faire des recherches sur Internet, un agent 2 qui va l'analyser, un agent 3 qui va le scorer, et un agent 4, que j'ai mis 3, qui va faire des clusters, c'est-à-dire des groupements. Donc, qu'est-ce que ça permet, l'agentic workflow? Ça permet une meilleure performance, généralement de l'IA, parce que va y avoir un focus des agents. En fait, le focus, c'est hyper important pour un agent, comme pour une personne, et il y a quelqu'un qui a commandé le Fordisme de l'IA, je pense que c'est à peu près ça. Il y a moins d'hallucinations et de sorties de pistes. En gros, ça met des cadres et ça évite les boucles. Il peut y avoir plein de boucles dans ce genre de cas. Il y a plus de collaboration. Ce qui est hallucinant, c'est que là, je vous ai montré des boucles séquentielles, mais vous pouvez avoir une IA qui est manager. Et cette IA manager va donner des tâches et les gens vont y répondre. Et le manager peut dire c'est pas assez bien, retravaille. Et donc en fait, vous allez avoir des workflows dans tous les sens. Et il y a moi j'ai vu des lives où en fait il y a 10 IA qui échangent entre elles, sauf que ça fait des tonnes de textes et elles parlent et elles se donnent des conseils. Et c'est vraiment assez bluffant de voir ce qui est possible aujourd'hui. Ça peut aussi se donner des feedbacks. Et aussi, ça facilite la mémoire puisque le web designer va avoir une mémoire principalement sur le design, alors que le développeur va avoir une mémoire sur la partie tech. Et ça permet aussi d'améliorer, de faire de l'amélioration continue. Là, c'est ici que ça devient intéressant, c'est le role-playing et la backstory. Donc, si vous dites à un IA, fais-moi une analyse du cours de bourse de Tesla, vous obtiendrez un bien bon résultat que lui disant « Tu es un analyste financier avec une grande expérience. Fais-moi une analyse du cours de bourse de Tesla. » Dans le premier cas, l'analyse sera bien moins bonne que dans le deuxième. En fait, ce que ça nous montre, c'est que pour faire un bon agentic system, il faut donner les bons rôles aux bonnes personnes. Et il faut leur donner le contexte de leur travail. Et donc, en fait, on va écrire une histoire sur cette personne. Tu es un web designer, tu as fait des études de design, je sais pas, enfin, en fait, on va tout lui expliquer. Et ce web designer va avoir une backstory. Une backstory, c'est un peu l'histoire de laquelle il part. Donc, un agent a une backstory, un roleplay. Il va prendre une tâche et y répondre. Donc là, on est sur prompt complétion qu'on se disait tout à l'heure. Et il va utiliser des outils. Ces outils, en anglais, c'est des tools. Et ces outils vont être utilisés par un agent. Par exemple, s'il est designer, il va typiquement utiliser des outils Whimsical, ou s'il est développeur, il va utiliser GitHub. Donc en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que en fonction de son roleplay, l'agent d'un système d'agents va avoir des outils qui sont un peu plus restreints. Si je donne à quelqu'un 150 outils, il ne sait plus quoi choisir. Si je définis des agents spécifiques, chaque agent sait quel outil utiliser. Donc par exemple, un outil, ça peut être des call API, ça peut être des recherches sur Google, ça peut être du RAG sur des documents, ça peut être du scrapping, tout ça, ça va être des outils. Et on arrive à un concept qui s'appelle le function calling. Et le function calling, c'est pas du RAG, mais c'est la capacité d'une IA à faire des calls sur des API, et qui sont en gros, ces fonctions sont généralement appelées des outils ou des tools en anglais. Là, on arrive à la fin de cette présentation. L'idée, c'était un peu d'ouvrir sur l'échange. J'ai fait 1h01. J'étais un peu plus rapide que prévu. Mais en fait, je pense que je vais continuer, moi, de mon côté, à me former sur ces sujets parce que c'est assez passionnant. On arrive à la fin de cette formation. Ce qu'il y a à retenir, c'est que les agentic systems, c'est une avancée majeure dans la recherche en IA et dans les agents autonomes, qu'on peut décomposer des tâches en sous-tâches, et que ça permet d'adapter et de comprendre le raisonnement. Ne partez pas, car je voudrais remercier vraiment tous ceux qui m'ont aidé à faire cette formation. Ça a été assez intense en termes de travail, beaucoup de choses, notamment les équipes de Livestorm qui m'ont autorisé à faire ce webinar un peu gratuitement pour subventionner un peu cette activité qui est totalement bénévole, je le rappelle. Les équipes de Tribes qui travaillent tous les jours pour proposer un média complètement bénévole aussi. Les équipes de partout, notamment Clément, Sophie, Rodrigue, qui est connecté et qui continue de répondre à vos questions, qui est la personne qui m'a sans doute le plus appris en IA chez Partout. Et bien sûr, toutes les équipes de Millefeuille, Hugo Benz, les équipes de Moza avec Adrien Moncondiol, Maxime Tonsen des Generative AI Meetup, tous ceux qui ont partagé ces contenus. En vrai, ça a été énormément de travail.
je suis très content qu'il y ait eu quand même un peu de monde connecté. Et vous pouvez aussi partager ce webinaire. Moi, un des trucs que je me dis, c'est que la majorité des contenus, ils sont en anglais et qu'il est peut-être temps voilà, que la France se produise plus de contenu sur ces sujets-là et qu'on travaille à mieux comprendre ça parce que ça va beaucoup changer de choses.